Donc, moi je vais commencer donc par notre histoire, celle du tout début du réseau Semences Paysannes, parce que aussi bien le terme semences paysannes maintenant est passé dans les termes courants, pour ceux qui ont connu le tout départ. On sait que ça n'a pas été facile de faire accepter ce terme-là, semences paysannes. On est donc au tournant du millénaire, on est vers 2000, et on est en plein dans les luttes contre les OGM. Et la Confédération paysanne a décidé quand même de réfléchir sur qu'est-ce qu'il fallait faire, à part les procès. Il fallait réfléchir à aller plus loin. Et Guy Kassler, qui est ici, a été un des animateurs pour essayer d'aller chercher dans les différents courants du monde paysan et de la bio, quels étaient encore les gens qui faisaient leurs propres semences. Mais à l'époque, ce n'était pas appelé des semences paysannes. C'était en fait vos semences traditionnelles. Est-ce qu'il y en a qui font encore sa semence? On ne savait pas encore comment l'appeler. Et donc le réseau a été créé en 2003. Et bon, moi-même, qui ai été un réfugié des pays du Sud, je connaissais et j'avais une connaissance, disons, plus large des semences paysannes, parce que aussi bien sur les deux cultures sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, qui sont le mil, la céréale mil, donc en Afrique de l'Ouest, où 90%, voire parfois 100%, sont des variétés paysannes. Et la deuxième culture sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est le palmier dattier. Ça peut vous paraître exotique, mais malgré tout, ça a été des modèles pour moi de compréhension de qu'est-ce qui se passait au niveau de la gestion dynamique par les paysans de leur culture. Et ben là aussi, c'est 100% de variétés paysannes. Il n'y a pas une variété de palmier qui ne soit pas la sélection des agriculteurs. Et donc, venant en France, toujours avec une casquette scientifique, et quand je dis réfugié, c'était effectivement parce que j'étais universitaire en Algérie, au moment où, disons que les islamistes ont été extrêmement virulents. Ils ont tué pas mal de gens, d'intellectuels et de gens comme ça. Donc nous sommes partis d'Algérie. Et j'ai été me retrouver au niveau du bureau des ressources génétiques, où les gens étaient en train de faire la charte nationale des ressources génétiques. Et sur cette charte nationale, il était clair que la gestion dynamique à la ferme n'était pas du registre de la France. Il n'y avait pas en France de conservation in situ à la ferme. Et ça, c'est donc, vous pouvez reprendre cette charte et vous verrez que c'est quelque chose qui touche aux pays du Sud. Et c'est vrai que en faisant le gros travail d'inventaire qu'on avait demandé à cette stagiaire espagnole qui est Maria Carrascosa, on avait retrouvé, elle avait retrouvé, ou on avait identifié une soixantaine de paysans qui faisaient leurs semences ou qui étaient dans les différentes cultures en France. Et on savait qu'il y en avait peut-être 2 ou 5 fois plus. On ne l'avait pas repéré, mais c'était pas un grand nombre. Et donc, les gens faisaient des semences fermières. Oui, là, par contre, à la conf, il y avait quand même
ce groupe qui faisait la semence fermière, mais la semence fermière, c'était la semence qui était achetée, qui était une semence donc avec un COV dessus, avec des droits de propriété, et mais que les agriculteurs remultipliaient dans leurs champs, et pendant quelques années, et ils s'en trouvaient fort bien parce qu'ils arrivaient à réadapter la variété qui était souvent des lignées pures, il arrivait à en faire quelque chose d'un peu plus adaptable à leur sol, etc. Mais c'était interdit, il fallait se battre pour retrouver ce droit. Mais la semence paysanne, c'est-à-dire originaire du paysan, bon, alors c'était Et pourtant, lorsqu'on fouillait un peu, on voyait bien que avant qu'il y ait ces variétés modernes, eh ben, il y avait partout des variétés dites de pays. C'était clair. On appelait ça les variétés de pays. D'ailleurs, en anglais, il y a le terme land races. Land, donc lié à un territoire, lié à un pays. Lié à un pays, ça veut dire lié à des paysans. Et quand on dit paysan, et moi je crois que c'est une des choses les plus importantes qu'il faut maintenir, se maintenir en tête, c'est que ce n'est pas lié à un paysan. Il n'y a pas une variété qui est liée à un paysan. C'est lié à une communauté de paysans. À une communauté. Il n'y a pas un paysan qui peut maintenir une variété tout seul. Ça n'existe pas. Donc c'est une communauté de paysans qui vont interagir avec une communauté de plantes. Parce que la variété paysanne est toujours une variété population. C'est une population. Alors bon, là moi en fait j'ai des outils que j'ai reçus au cours de ma formation de généticien des plantes et qui m'ont moi aidé à réfléchir à ça toujours d'une manière dynamique et en même temps, bon, je voudrais juste vous en donner quelques-uns pour que vous les connaissiez, ça peut vous servir. Le premier outil, ça avait été celui des poules géniques. Poule, P-O-U-L, P-2-O-L, génique. Et c'est un type qui s'appelle Harlan qui a Harlan, c'est après Vavilov. Après Vavilov, donc on connaît tous les centres d'origine que Vavilov. Donc Vavilov, c'était un Russe début du 19e siècle, qui a été le premier à faire des collections systématiques à travers le monde de toutes les plantes cultivées, les ramener dans les stations de recherche de l'Union soviétique de l'époque, pour utiliser la plus large diversité, pour pouvoir adapter à un très grand territoire qui était du RSS, des nouvelles sélections qui soient adaptées aux différents territoires. Et Vavilov, en faisant ce travail systématique dans tous les continents, a défini en fait des centres d'origine des cultures, des différentes cultures. Et Harlan a repris ça dans les années 70, donc plus de 50 ans après. Il a un petit peu amélioré, cette vision géographique de l'origine de la domestication des plantes. Dis-moi, ces gens-là étaient payés par qui? Vavilov, il était payé par son pays. C'était son gouvernement. C'était son gouvernement. Et Harlan, c'est un chercheur aussi d'une, je ne sais pas quelle université américaine.
Lui, il est américain et Vavilov est russe. Et ça se complète bien. Et donc, sur Harlan, lui, son histoire de poule génique, c'est dire qu'il différencie 3 poules. Par rapport aux plantes cultivées, on parle. Harlan a écrit un livre magnifique qui s'appelle les plantes cultivées et l'homme, dans l'homme et les plantes cultivées. Et moi, j'étais dans le labo qui a traduit ce bouquin, donc dans les années 70. Et je pense que ça reste un livre de référence, quoi, si vous avez la possibilité de le retrouver. Et donc, dans le pôle génique primaire, c'est des populations d'une même espèce cultivée qui peuvent échanger librement entre elles des gènes, enfin, par croisement naturel. Donc ça, c'est le pôle génique dit primaire. Et le deuxième, le pôle génique secondaire, c'est qu'ils peuvent échanger des gènes entre eux, mais il faut un petit peu les aider. C'est-à-dire que parfois vous avez une auto-incompatibilité, ou vous avez des formes de stérilité. Ça élargit en fait, disons, la ressource génétique pour pouvoir croiser les plantes, mais souvent, il faut ou parfois, il suffit de rapprocher 2 espèces qui sont très voisines, mais qui ont été séparées par l'histoire. Géographiquement, elles se sont retrouvées sur 2 îles différentes, par exemple. Elles ont donc évolué dans 2 îles différentes, mais c'était à travers un oiseau, par exemple, elles auront pu... mais maintenant, elles ont évolué de façon à ce qu'elles ont une différenciation dans l'évolution. Il y a eu des différenciations. Si on les remet ensemble, elles peuvent de nouveau se croiser entre elles. Et donc, avoir une descendance fertile. Parce qu'il faut que la descendance soit fertile pour qu'on continue à avoir la possibilité de maintenir le pôle génique à l'intérieur du commun. Et puis le troisième, c'est là, ben c'est ce qui ne peut pas, qui n'appartient pas aux 2 premiers, et donc qui vient soit de manière naturelle et un peu extrêmement rare, qui peut être ce qu'on appelle les transferts horizontaux à travers les bactéries du sol. C'est-à-dire que c'est un bout de gène qui n'a rien à voir avec le pôle génique de la plante cultivée, mais qui advient, ou par un virus, qui peut effectivement apporter une partie de son gène à l'intérieur du génome, ou bien sûr par les manipulations génétiques. Et en 1900, nous on l'a traduit, c'était en 1970 quand Harlan a écrit ça, les manipulations génétiques n'existaient pas pour les plantes. Encore. Aujourd'hui, c'est là où tout l'effort se fait au niveau de la recherche pour pouvoir récupérer n'importe quoi, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, pour les mettre là-dedans. Mais vous comprenez qu'il y a quand même une grande différence de nature entre ce qui vient du pôle génique tertiaire et le primaire et le secondaire. Alors ici, vous avez... donc ça, c'est bon, c'est clair, c'est simple, mais c'est comme ça que ça se structure, en tous les cas, chez les généticiens des plantes, parce que l'accès aux ressources génétiques du secondaire, dès les années 50-60, on commençait à être capable de le faire,
même d'un genre voisin, pas d'une espèce voisine, mais d'un genre voisin. Puis là, c'était donc dans les années 90 que ça a commencé, avec les OGM, avec la transgénèse. Ouais, pardon. Le croisement du blé et du seigle qui a donné le triticale, tu peux l'expliquer grâce à... Non? Bah, c'était clairement dans le secondaire. Dans le secondaire. Ouais. C'est le... Ouais. Et vous Il n'y a allez pas voir. une manipulation génétique, c'est Non. un croisement Ouais, qui ouais. était toléré. Voilà. Et Qu'est-ce qu'il y a? Hein? des champ. Et Oui, oui, aider. Oui, non, mais parce que là, il y a toujours un côté aide, ça ne se fait pas naturellement du tout. Qu'est-ce que. Ça va pas? On est en champ. Par rapport à la vidéo. Toujours. Ah, oh, je comprends pas. Bon, après, la partie. Puisque je suis à Arlan, je continue à Arlan. Après, je vous montrerai ce que Pernès apporte en plus dans le concept de pôle génique. Et les centres d'origine, c'est quand même intéressant parce que. Alors, comment on sait qu'une plante appartient à un centre d'origine? C'est que toutes les plantes cultivées n'ont pas toujours été cultivées, c'est clair. Hein? Il y a historiquement un départ, et ce départ, c'est les premières domestications qui sont apparues, que l'archéologie a pu vérifier, que la génétique permet de préciser aujourd'hui, par rapport aux distances génétiques, on peut dire que les premières domestications, c'est au moment du néolithique, c'est environ autour de 10 000 ans à partir d'aujourd'hui. 10 000 ans à partir d'aujourd'hui, où les êtres humains ont commencé à avoir une pression sur certaines populations de plantes qui les intéressaient. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne les connaissaient pas. Hein. Ils les connaissaient, ils les collectaient. Il y avait une pré-agriculture qui faisait qu'on les favorisait dans certains espaces. On avait déjà domestiqué certains animaux, hein, donc c'est venu parfois après la domestication de l'animal. Et on se pose la question comment l'animal n'a pas finalement aidé l'humain à identifier des plantes. Bon, ça c'est encore une hypothèse, mais on pourra en rediscuter. Il y a un très bon documentaire sur l'origine de la pomme qui montre que les pommes du Kazakhstan auraient été d'abord sélectionnées par les ours. Et oui, c'est une hypothèse qui est quand même assez séduisante. Et donc, il y a la première, donc forcément l'origine géographique d'une domestication, c'est là où il existe des espèces sauvages, des espèces spontanées, et ces espèces spontanées qui font partie du pôle 2, hein, pour Arlan, hein, de pôle génique 2, qui, il y avait des parents sauvages du maïs, ils existaient dans la région méso-américaine, au Mexique. Il y avait les parents sauvages du blé, de l'orge, se retrouvaient dans le croissant fertile, du riz se retrouvait dans une partie de Chine, donc, et aussi d'Afrique, il faut dire la vérité. Donc c'était pas seulement, il y avait, et les domestications se sont produites, et on peut se poser si les savoir-faire pour domestiquer n'ont pas été aussi transmis entre les populations humaines. Bon, le mil sur lequel j'ai travaillé, on a maintenant un faisceau d'évidence qu'il a été domestiqué pour la première fois dans la région de Tombouctou. Région de Tombouctou, hein, c'est cette région-là.
Ça, c'est le Sahara. Il y a 4500 ans. 4500 ans, tout le Sahara a commencé en fait à devenir vraiment un gros désert il y a 4500 ans. Donc c'est à ce moment-là, au moment de la grande aridification du Sahara, alors qu'il y avait une civilisation qui a duré plus de 4000 ans ici, qui était une civilisation de Bovidiens, d'éleveurs de bœufs, qui a dû descendre. Et là, ils ont rencontré, ils avaient les parents sauvages du Nil qui se retrouvent tout le long de cette frontière-là. Et donc, Arlan, lui, après avoir défini des centres d'origine où on voit, où en fait les évidences sont très concentrées, donc vous avez le centre d'origine mexicain du croissant fertile et chinois, il y a ce qu'il a défini comme étant les non-centres. Les non-centres, c'est qu'on ne sait pas exactement où ça a commencé. Et donc les non-centres, le non-centre sahélien, si vous voulez, c'est là où le sorgho, le mil ont été domestiqués. Donc, bon, il faut savoir ça, ça veut dire qu'il faut avoir l'idée que quand vous êtes dans une culture, elle a des parents sauvages, il faut toujours se dire dans sa tête, n'importe quelle culture a des parents sauvages, a des parents spontanés, des espèces spontanées, qui l'ont produite et qui forment partie disons, qui élargissent énormément sa source génétique, d'autant plus que ces parents sauvages se retrouvent dans le milieu et ont l'habitude, vivent en adaptation permanente avec le milieu. Donc, aussi bien ce que vous avez domestiqué, puis sélectionné, puis amélioré génétiquement, comme le font actuellement les chercheurs, en réduisant considérablement la base génétique de l'espèce pour en faire quelque chose de très spécialisé, aussi bien vous retrouvez dans les parents sauvages tous les gènes de résistance, d'adaptation au milieu, d'adaptation à la sécheresse et du climat. C'est clair? Et donc, c'est pas si idiot de se dire que quand on va avoir besoin de retrouver une résistance à une maladie, où est-ce qu'on va aller la chercher? On va aller la chercher dans les endroits où l'espèce sauvage existe. Et là où Pernès, à mon avis, a apporté quelque chose, donc le deuxième outil qui nous a été apporté par un prof et chercheur français d'Orsay, qui était mon prof, à vrai dire, et qui s'appelait Jean Pernès. Je vous ai amené ce document-là, que vous trouverez probablement pas facilement. Gestion des ressources génétiques des plantes. Excellent comme source d'information. Lui, il travaillait plutôt dans les années, jusque dans les années 80, puisqu'il est mort très jeune, à 50 ans. Et lui, il a parlé de complexe d'espèces. Pour expliquer la relation qu'il y a entre dans une même dans une même espèce, si vous voulez, vous pouvez avoir des compartiments différents.
Et vous pouvez avoir des échanges entre ces compartiments différents. Entre le compartiment, par exemple, cultivé et le compartiment sauvage. Ça peut se faire là où les plantes sauvages et les plantes cultivées cohabitent. Mais il se trouve aussi que vous avez aussi les communautés paysannes qui sont là. Les communautés paysannes, elles vont réguler ce flux. C'est-à-dire qu'elles vont faire en sorte que dans leur variété population, il y ait une partie d'introduction régulière qui viennent des plantes sauvages. Et aujourd'hui, on le voit d'une manière très très claire sur les milles. Excusez-moi de parler des milles, mais bon, je parle de ce que je connais un peu mieux. Sur les milles, sur toute cette frange, c'est-à-dire au Sénégal, la partie Mali, au Mali, Niger, etc. Là où il y a le mil sauvage, les populations de mil sauvages, les agriculteurs gèrent le flux en faisant en sorte que ils considèrent plus ou moins de garder la semence des hybrides entre leurs plantes cultivées et la population sauvage. Et ça, ce travail-là, c'est actuel. C'est pas du tout il y a 10 000 ans. C'est aujourd'hui. Oui. Quand tu dis hybride, tu ne veux pas parler d'hybride FM, je suppose. Non, bien sûr que c'est pas du tout des hybridations, mais c'est l'hybridation, c'est-à-dire c'est comme ce sont quand même des espèces qui sont dans des compartiments différents, et c'est pour ça que c'est intéressant le complexe d'espèces de Pernès, c'est que ça a des noms taxonomiques différents, donc on pourrait penser que ce sont des choses qui ne se reproduisent pas, mais c'est pas vrai. Il y a une partie, ou même s'il y a des caractéristiques qui empêchent que l'hybridation soit complète. Souvent c'est un décalage de floraison, parfois c'est que vous avez les plantes sont diploïdes et d'autres sont un niveau de diploïdie différent, qui fait que le croisement ne se fait pas facilement. Mais il y a une porosité, disons, et cette porosité est entretenue, c'est ça qui est très important, est entretenue par les communautés paysannes. Et ce qui permet aujourd'hui, et ça a été vérifié scientifiquement, que les paysans de mil, les cultivateurs du mil de la région du Niger ont introduit des gènes de résistance à l'aridité en une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, simplement en jouant là-dessus. Et bon, ils n'ont pas regardé les gènes, eux. Ils ont regardé les plantes. Mais ils les ont maintenues. Ils ont sélectionné celles qui les intéressaient pour pouvoir, et qui les ont maintenues. Et c'est très intéressant donc, il faut toujours se dire, nous sommes dans cette articulation permanente et avec un contrôle par les êtres humains. Et ces êtres humains étaient des paysans, ou sont des paysans encore aujourd'hui, mais chez nous, en Europe, ce ne sont plus les paysans qui font ça. Il y a d'autres exemples, hein. Tu cites le mil avec raison, oui. Complètement. Tu as le manioc. Ah mais moi je pense que c'est la même idée. Le manioc, tout à fait. L'igname, où il y a effectivement, les paysans gèrent les échanges entre les populations sauvages et les populations cultivées, et ils font de la sélection après en récupérant les hybrides.
je ne dis pas qu'ils font des rétrocroisements, mais ils gèrent dans le temps, quoi. Et ça, c'est vraiment une idée clé. Hein. Moi j'ai une question, ça va vous paraître bête, mais le mil et le millier c'est la même chose? Non, c'est deux espèces Dis-moi. non, c'est des espèces Je très sais différentes. pas. Mais c'est vrai qu'en anglais, on dit millets pour tout l'ensemble des milles, tous ceux qui font des petits grains ronds. Dans le mil dont je te parle, c'est le pennisetum, glaucum, si tu veux. Les millets, c'est les cétaria. C'est vraiment des genres différents. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et les cétaria sont d'origine chinoise. Donc mais c'est important à chaque fois de dire où est l'origine. Bon alors maintenant, ouais. Juste question, j'ai cru comprendre qu'on avait droit aux questions complètement naïves. Dans le schéma là, cultivé, sauvage, quand tu dis sauvage, c'est pas forcément les plantes qu'on trouve que dans les centres d'origine. Le sauvage peut se retrouver partout ou c'est a priori que dans les centres d'origine, ce qu'on appelle les centres d'origine ou les non-centres d'origine. Non, les sauvages sont les plantes spontanées qui vivent naturellement dans un écosystème. Tu peux effectivement récupérer des graines d'une certaine espèce et puis la remettre dans un autre écosystème. Tu as une chance que ça marche, tu as une chance aussi que ça ne marche pas, parce qu'elle n'est pas tout à fait adaptée. Mais ça peut marcher. Et puis il y a des plantes, je pense il y a des sorgho sauvages qui ont colonisé les champs en Argentine, etc. Les gens se sont arrachés les cheveux, c'est difficile, quoi. Parfois quand une plante, une espèce spontanée colonise les champs cultivés. Mais et c'est vrai aussi qu'au niveau de... Bon, il y a un centre d'origine, mais il y a souvent ce qu'on appelle les centres secondaires de la diversification. C'est-à-dire, par exemple, les tomates, l'origine de la tomate, c'est clairement les Andes, donc c'est l'Amérique latine, et donc c'est cette partie-là c'est le non-centre de là, le C2, ça s'appelle ça. Et la Méditerranée est un centre secondaire de diversification, c'est-à-dire que c'est arrivé après que les Espagnols sont partis vers les 1500, 1600 ans, et on rapportait ça, mais ça s'est tellement bien, tellement bien convenu à cette zone-là que les gens ont rediversifié. Parfois très bien, comme ça s'est passé pour la tomate. Par contre, pour la pomme de terre, tout le monde connaît l'histoire affreuse qui est arrivée aux Irlandais au 19e siècle. Ils avaient ramené une souche de pommes de terre, et finalement, par multiplication végétative, c'est un petit clone, quoi. Et quand il y a eu une maladie qui s'est... en plus, dans les conditions sociales de l'Irlande, où les paysans irlandais étaient obligés de faire du blé pour la puissance dominante anglaise. Donc le blé, ils n'avaient pas le droit de faire du blé pour eux, ils se nourrissaient sur la base de la pomme de terre qui avait bien marché. Et je crois que c'est un Phytophthora qui a décimé les plantations. Ce qui fait qu'il y a eu une famine énorme en Irlande, et toute l'émigration irlandaise aux États-Unis vient de cette famine-là, c'était de l'ordre de 1 million de personnes. Donc il faut se rendre compte que cette diversification ne se fait pas toujours, secondaire ne se fait pas toujours. Moi là je reviens d'Inde où l'Inde a été la deuxième patrie des milles, puisque 4500 ans, c'est l'origine de la domestication en Afrique de l'Ouest, 3500 ans,
le mil domestiqué se retrouve déjà en Inde. Et aujourd'hui, l'Inde est de beaucoup le plus grand producteur de mil du monde. Et comment tu expliques ce passage? Alors après, c'est l'histoire des êtres humains qu'il faudrait travailler. Je trouve que ce serait tellement plus intelligent de travailler là-dessus que d'essayer d'aller sur Mars, quoi. Parce qu'il y a plein de choses à comprendre de qu'est-ce qui s'est passé chez les êtres humains, non seulement à apporter des graines, mais à apporter aussi des savoirs et les utiliser. Et là, on voit que... Bon, et puis, par exemple, moi qui ai travaillé sur le palmier dattier, on n'arrive pas du tout, il n'y a pas eu assez de boulot pour savoir quelle est l'origine du palmier dattier. Moi, j'ai mon idée, mais il faudrait qu'on y travaille longtemps pour comprendre son origine et comprendre comment il s'est déployé dans cette partie du monde. Parce qu'au départ, ce sont des plantes sauvages. Comment on arrive à être sûr qu'on est face à une espèce sauvage? C'est que tu la laisses vivre toute seule, elle n'a pas besoin d'être entretenue, pas besoin d'être irriguée, pas besoin d'être taillée, pas besoin de... Elle vit sans être humain. L'être humain ne lui apporte rien. Bon, c'est pour ça qu'on l'appelle sauvage. Je ne sais pas si c'est bien spontané, sauvage, je ne sais pas. Enfin bon. Il y a des plantes pour lesquelles on a perdu la plante du centre d'origine. Il ne nous reste plus que la cultiver. J'en connais pas. On risque d'y arriver en continuant à bombarder la Syrie, à détruire l'Irak, à remplacer tous les habitats de ces plantes spontanées, soit par des centres urbains, soit par des cultures monospécifiques. On peut y arriver, je pense que l'être humain va s'y employer. Mais c'est quand même... Alors maintenant, je vais vous amener aux banques de gènes, parce que franchement, ça vient directement après. Donc, variété de pays et communautés paysannes, il y a un savoir-faire qui sont ensemble. Et lorsque on a commencé à faire des sélections généalogiques d'abord, des lignées pour pouvoir faire des hybrides F1, faire plus de clonage, essayer d'avoir une sélection qui soit sur les plantes cultivées, qui soit de plus en plus spécialisée, qui spécialise, et tout en cherchant à avoir un rendement, en tous les cas, une quantité d'argent maximum issue d'une culture, eh ben, on a fait disparaître les variétés de pays. Et en faisant disparaître les variétés de pays, on fait disparaître les communautés paysannes, ou en faisant disparaître les communautés paysannes, on fait disparaître les variétés de pays. Elles sont complètement articulées. Et donc, lorsque le Bureau des ressources génétiques français, lorsqu'il fait sa charte en 1999, dit qu'il n'y a plus en France, enfin que la gestion à la ferme des ressources génétiques, enfin des variétés pays, n'est pas un problème français puisque ça n'existe plus, il n'était pas loin de la vérité. Parce qu'on était en voie d'extinction. C'était en voie d'extinction. C'est-à-dire, et on peut dire que dans certains pays du nord de l'Europe, c'est peut-être éteint. C'est peut-être éteint, il n'y a peut-être plus. En Allemagne, en Angleterre, c'est fou, hein, parce que ça fait quand même plus de 15 ans qu'on travaille à essayer de repérer les gens qui font leurs semences en tant que paysans, en tant que ramener des variétés de pays dans les pays du nord de l'Europe, en Hollande. Donc, on peut arriver à cette extinction. Donc, ils n'étaient pas loin de la vérité.
Mais ils ont la solution. Ils disent, mais nous, on va chercher les ressources génétiques des variétés modernes. On va les chercher dans les centres d'origine. On va aller les chercher dans les agricultures, dans les variétés de pays de ces centres d'origine. Vous voyez, c'est pas l'Europe. Hein. Et on va de ces... Et puis, il faut qu'on fasse FISA, hein, il faut qu'on aille vite. Parce que l'érosion génétique, Harlan a été l'un des premiers à crier là-dessus, donc dans les années 60, où il disait, mais attention, avant on allait chercher, nous les sélectionneurs, on allait chercher facilement nos variétés de pays au Moyen-Orient. Aujourd'hui, elles ont déjà toutes été remplacées par les variétés de la Révolution verte. Donc des variétés qui sont déjà des variétés améliorées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, il faut qu'on aille collecter et qu'on se dépêche de collecter et mettre dans les chambres froides. Donc la variété de pays est rentrée dans une banque de gènes avec un autre titre. Elle est rentrée comme ressource génétique. Et ce qui est extraordinaire, et encore une fois, on a eu la chance d'aller filmer le mois dernier à l'ICRISAT, qui est un des centres internationaux de recherche sur le mil, et c'est la Banque mondiale des mils. Elle se trouve en Inde, elle est donc dans ce centre-là, et elle a des dizaines et des dizaines de milliers d'échantillons qui viennent des variétés de pays, de toutes les régions productrices de mil. Et c'est leur ressource génétique. Mais quand vous rentrez dans la banque de gènes, il n'y a pas une personne qui peut vous dire d'où ça vient. Elles ont tout un numéro. Et quand le chercheur demande, teste les choses, il teste avec les numéros. Donc elle a perdu son origine. En fait, il s'en fiche. Il veut juste savoir, est-ce qu'elle a le gène de résistance ou pas? Est-ce qu'elle est riche en zinc ou pas? Ou en fer? Et après, c'est la lignée machin. Maintenant, ils ont même des codes barres, donc c'est encore plus simple. J'ai un petit souci, c'est que je me dis, est-ce que le piège des banques de gènes, là, ce n'est pas de se rassurer faussement à un moment donné en disant, ben voilà, on a peut-être sauvegardé tout, mais à un moment donné, aujourd'hui. Alors que si, dans 10, 20, 30 ans, on a besoin d'un gène de résistance à je ne sais pas quoi, ça ne sera pas le même que si on avait laissé les choses se faire dans la nature. Oui, mais tu as tout à fait raison. Mais là, tu as absolument tout à fait raison. Ils se sont aperçus, dans le point de départ des collectes de façon massive des ressources génétiques, c'était les années 80, dans les années 80, 70-80. C'était juste après le boom des révolutions vertes. Hein. Donc là, effectivement, l'érosion commençait à être massive, même dans les régions des pays du Sud. Quoi. Et là, bon, ils avaient mis déjà à peu près... on est passé de quelques banques à 1300, 1400 banques. Là, aujourd'hui, il y a à peu près 1400 banques de gènes à travers le monde. Et de quelques centaines milliers d'échantillons à 7 millions aujourd'hui. Je crois que c'est autour de 7 millions d'échantillons qui sont dans eux. Et bien entendu, les collectes des années 80, lorsque les chercheurs sont en train sortent leur matériel, il se trouve que ça ne marche plus autant. Et donc, ils continuent à avoir besoin d'aller collecter.
ils sont sur une illusion, l'illusion de la conservation à très long terme de ressources. Elle est encore très très vive dans le milieu de la recherche. Elle est encore très très vive. Elle les arrange parce qu'ils n'ont pas à s'intéresser aux êtres humains. Ils n'ont pas besoin de s'intéresser à qui fait quoi. Ils ont besoin juste, ils s'intéressent à du matériel génétique. Et de plus en plus, ils sont en train de dématérialiser ces plantes, puisqu'ils s'intéressent aux séquences et donc aux bases de données. Ils travaillent beaucoup plus sur la base de données qui traite l'information génétique sous forme de séquentiel. Et c'est là où c'est le cœur de leur travail. Donc effectivement, ils se trompent, mais comme certains s'aperçoivent qu'ils se trompent, ils conduisent de nouvelles collectes. En fait, ils en ont encore besoin. Mais là, ils se trompent une deuxième fois, parce qu'ils vont dire, finalement, pourquoi on va avoir besoin de ces êtres humains et de leur variété qui ont intégré des gènes de résistance, de tolérance du sauvage. Nous, on va aller directement au sauvage maintenant. Donc maintenant, l'effort va être d'aller collecter les variétés spontanées. Donc, nouvel effort parce que nous avons les outils. Nous avons les outils moléculaires aujourd'hui. Donc on n'a plus besoin, comme avant, de pousser à faire ce genre de croisement, parce que ça prend beaucoup plus de temps, on peut aller plus vite. C'est encore une autre illusion, parce qu'en fait, le travail que font les agriculteurs là-dedans, ils n'introduisent pas qu'un gène. C'est multigénique, ils ramassent, ils font en sorte qu'ils aient des variétés qui soient toujours assez équilibrées et qui soient adaptées à leur culture et à la variation du milieu chez eux. Bon. Alors bon, on est donc ressources génétiques. Les ressources génétiques, c'est pour des variétés qui vont être améliorées, hybrides, mises sur le marché pour l'exploitation agricole, l'exploitant agricole qui va lui acheter. Donc on a fait disparaître le paysan et on a fait apparaître l'utilisateur. Et donc l'ensemble du travail aujourd'hui de toute la recherche mondiale est encore d'essayer de donner des variétés aux utilisateurs et qui puissent être orientés vers le marché. Bon alors, moi maintenant je vais passer au droit collectif parce qu'il faut quand même changer un peu de registre. Est-ce que j'ai une autre... Hop, non, c'est pas ça, donc ça fait 3 quarts d'heure que je parle, donc j'ai un quart d'heure alors. Ouais. Super, merci. 3 quarts d'heure sinon. Vous avez parlé aussi. Hein. Non, mais... Non. Ça ne lance pas une pause autogérée. Non, il n'y a pas de pause autogérée.
Est-ce que quelqu'un peut me le mettre bien, super, pour que on le voit bien là. Voilà, gauche, à gauche. Là, tu vas grossir. À gauche? Non. Oui, mais attends, je sais pas. Non, mais je veux que ça soit plein écran. Ah, bah, tu lui connais pas. Hein? Bien. Tu peux me le faire, me mettre plein écran? Je vais passer d'office. Donc, laissez-moi terminer ma présentation. Puisqu'on m'a mis les droits collectifs dans le... Alors, Tu me diras quand tu as besoin de changer de page. ouais, super. Donc, ce que je voulais faire remarquer, c'est que lorsqu'on a commencé le réseau Semences Paysannes, donc il n'y a pas bien longtemps, hein, il y a quand même, je sais pas quoi, ça fait 2003, ça fait 12-13 ans, on est confronté à la disparition des paysans. Et sans paysans, on ne peut pas avoir de semences paysannes. Et on ne peut pas avoir de variété de pays. C'est clair et net. Et donc, si le système, et on le sait que le système désintègre les agricultures paysannes, elles nous mettent dans des situations où on est obligé de reconstruire ces communautés paysannes. Et c'est un petit peu tout le travail et la difficulté de refaire démarrer le réseau Semences Paysannes. C'est pas seulement de retrouver des variétés, on pourrait les retrouver facilement dans les banques de gènes, même si on en connaît les limites. Bon, après, il y a beaucoup de choses à raconter sur... les limites sont encore plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Et mais donc, par contre, reconstruire des communautés, c'est pas si simple. D'autant plus que l'un des gros facteurs de la disparition, mais je pense que Guy en parlera, c'est aussi le fait que les droits des agriculteurs sur leurs semences ont été réduits comme peau de chagrin, en particulier le catalogue déjà, qui est venu avec des normes de distinction, homogénéité et stabilité, qui étaient sûres qu'une variété paysanne, elle ne rentrait pas là-dedans, elle rentrait pas dans ces normes-là. Donc déjà, tu l'exclus du marché. Deuxième système, c'était l'UPOV, interdiction de reproduire vos variétés fermières, enfin vos semences, reproduire des semences fermières de variétés protégées. Déjà, vous ne pouvez plus réadapter quoi que ce soit. Donc ça, on vous coince par le droit. Et les droits qui sont opposés sont des droits de propriété privée, intellectuelle ou industrielle. Donc nous, on a préféré le terme industriel parce que c'est vraiment lié à un développement industriel de ces plantes, et c'est l'industrie qui a imposé ces nouveaux droits. Et donc, par rapport à ça, on a essayé de se dire, mais qu'est-ce que nous, on oppose à ces droits privés, à ces droits de propriété industrielle? Ben, on y oppose des droits collectifs. Alors, ce qui est important de voir dans les droits collectifs, c'est qu'aujourd'hui, ils figurent dans aucune convention internationale à caractère contraignant. Même le traité international sur les ressources phytogénétiques dont je vous parlerai par la suite. Et donc, ça reste un champ qui n'est pas assez développé. Mais qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Donc, quels sont les éléments que j'ai été ramassés à droite à gauche, sur lesquels il faudrait qu'on continue à travailler et à réfléchir ensemble? Bon, les droits collectifs sont appelés aussi droits de solidarité.
Donc ça ne concerne pas l'individu, mais ça vise à préserver l'intégrité de la population dans son ensemble. Ça concerne par exemple l'environnement, le développement, la paix, le respect du patrimoine commun, des groupes vulnérables, etc. Donc il s'oppose aux droits, les droits individuels s'opposent aux droits collectifs, hein, qui sont intrinsèques au groupe auquel l'individu appartient. Donc toute l'importance d'arriver à avancer dans la définition de groupe, de quel est le groupe, quelle est la communauté, comment vous la redéfinissez, alors que les paysans sont maintenant dispersés. Comment est-ce qu'on les ramène dans ce sentiment d'appartenir dans une collectivité? Et là, c'est beaucoup le travail qui a été mené par le réseau Semences Paysannes autour des maisons de la semence. Les maisons de la semence ramènent des individus dispersés pour les reconstruire des communautés d'utilisateurs, mais plus que ça, puisque ce sont des gens qui peuvent aussi redéfinir une vision, des habitudes, des formes d'utilisation. Alors, ça existe, ces droits d'usage collectif, ça existe, enfin c'est accepté par la législation internationale pour les peuples autochtones, pour les peuples indigènes. Et même en Guyane, en France, hein, puisque on a des dispositions législatives particulières sur les droits d'usage collectif, et c'est peut-être intéressant qu'on se mette en lien avec les Guyanais là-dessus, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés, pour les pratiques de la chasse, de la pêche, d'une manière générale, pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance. Voilà. Et donc, il y a un arrêté préfectoral qui le définit. Donc voilà encore une piste sur laquelle il faudrait qu'on avance. Les Italiens, eux, sont arrivés à faire passer dans les lois italiennes, parce que ce sont des lois régionales sur les ressources génétiques, à faire passer un petit peu ce principe des droits collectifs. Et Antonio Norati avait fait un bon interview dans une revue de Graines, qui est sur le site du réseau. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Donc il est marqué ici. Je pourrais éventuellement, si vous avez les moyens, ici à la conf, photocopier ce document. Oui. Vous avez les moyens ? Et je crois que ce que veut faire, qu'a fait passer Antonio, qui est à mon avis très important et très juste, c'est que les droits collectifs, dans les droits collectifs, il faut négocier. Ça veut dire que l'accès à la ressource génétique, aujourd'hui, les groupes de paysans qui font des variétés paysannes, ils savent qu'ils intéressent les généticiens, qui viennent chercher des ressources génétiques chez eux. L'accès pourrait être considéré comme libre si c'était un patrimoine mondial de l'humanité, mais nous disons que non, l'accès n'est pas libre. L'accès doit être négocié avec la communauté, la collectivité, qui entretient la variété. Il peut donner accès ou il peut l'interdire. Il peut le donner à certaines conditions. Et je pense que c'est aussi dans ce registre-là où on pourrait avoir des choses à avancer. Et je pense que travailler sur nos droits collectifs, c'est travailler sur la reconstruction de nos communautés paysannes qui gèrent les semences paysannes de demain.
Alors pour terminer, juste un mot sur le traité international. Je vais passer sur un dernier texte. Quoi? Oui, alors je vous fais une copie de ça. Voilà, je sors. Comment on sort? Moi, j'ai pas l'habitude de faire ce truc-là. Et après, j'ouvre ici. Non, mais non, c'est pas celui-là. Alors, juste un mot sur le traité avant de... Alors, regardez, c'est très joli. En fait, ce traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, le TIRPA, c'est quelque chose qui... Hein? C'est un joli titre. C'est un super joli titre. Il y aurait besoin d'une séance à elle toute seule. En fait, c'est un traité qui, depuis 2004, concerne 64 espèces de plantes et concerne les conditions d'échanger les ressources, l'accès à ces ressources, leur conservation et leur utilisation des ressources génétiques. Donc le terme lui-même est un terme complètement de phytogénéticien, ce qui fait que pendant longtemps, les agriculteurs, et en particulier moi, mes copains africains, agriculteurs africains, ouais, tu pourras me le passer. Se sont jamais imaginé que ça pouvait les concerner. Parce que ressources génétiques, ils n'ont jamais pensé qu'ils faisaient des ressources génétiques. Quand ils savent qu'ils comprennent que 80% des échantillons, des 7 millions d'échantillons des banques de gènes, c'est leur variété. C'est la variété de leur part. Et que tout ça a été absolument gommé et égommé par ce titre-là. Donc ils se disent, ah oui, peut-être que nous, on a quelque chose à faire avec ce traité. Et il se trouve que ce traité peut donner des billes aux agriculteurs qui veulent faire des semences paysannes et conserver des variétés de pays. Et ils ont, parce que il fait obligation aux parties prenantes, donc aux parties contractantes, elles sont plus d'une centaine et quelques, 120, je ne sais pas combien, de encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Encore faut-il savoir que ma ressource phytogénétique, c'est ma variété de pays. C'est une variété de population. Large diversité génétique à base de... Le deuxième article, c'est une sélection, mais c'est une sélection qui vous permet l'utilisation, article 6, utilisation durable des ressources phytogénétiques. L'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation peut comporter notamment les mesures suivantes: élaborer des politiques agricoles loyales, encourageant, selon qu'il convient, la mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l'utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources naturelles. Et l'article 9, il est spécifique aux droits des agriculteurs. C'est pas génial. On est quasiment... donc, on a des droits. On va reconnaître nos droits collectifs. Mais c'est pas tout à fait sûr. Vous allez voir que, bon, on reconnaît les parties contractantes, on reconnaît l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones, ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine, de diversité des plantes cultivées. Maintenant, vous savez ce que c'est que les centres d'origine des centres cultivés. Donc, ont apporté et continueront d'apporter à la conservation, à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier. Je veux dire que si c'était vraiment sérieux et honnête, on serait super content. Mais là, en fait, c'est des violons, puisque c'est pas du tout... en fait, la reconnaissance est complètement théorique. Et la deuxième chose, c'est les parties contractantes conviennent de la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs et du ressort des gouvernements. Ah ah. Et donc,
on est d'accord, mais sous réserve de la législation nationale. Si la législation nationale se moque des droits collectifs des agriculteurs, on aura quand même du mal. Mais si elle ne se moque pas, elles doivent prendre des mesures pour protéger et promouvoir la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques, le droit de participer équitablement au partage des avantages, le droit de participer à la prise de décision au niveau national sur les questions relatives à la conservation. Et donc, rien dans cet article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre les semences de ferme ou de matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale. Donc ça, après, je vais vous laisser dans les mains de Guy, qui va vous expliquer la réserve des législations nationales. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait demandé de poser. Oh bah les évolutions du cadre réglementaire, ça va être très bien. Donc, on a un cadre international chapeau qui pourrait être une convention qui a été mise en œuvre, qui qui défendrait en fait, et qui nous aiderait à défendre la biodiversité cultivée à la ferme. Mais vous voyez qu'il y a à la fois le besoin d'exister en tant que communauté paysanne et il y a besoin qu'on reconnaisse nos droits collectifs dans ce travail qui est fait pour maintenir les ressources génétiques à la ferme. Voilà, j'ai fini.